Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis là, une semaine donc pour pondre cette vidéo après le Royal Rumble. J'ai été très occupé et j'arrivais pas. C'est un pay-per-view très long, très long. Voilà, je l'ai vu en direct. Il a fallu que je le revoie à tête reposée, mais j'y arrivais pas. Cette semaine était très compliquée. Je l'ai vu, ça y est, on va pouvoir faire cette review. On va essayer d'aller à l'essentiel parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. C'est quand même le Royal Rumble, il y a toujours beaucoup de choses. Alors, il y a eu le kick-off. Il y a eu d'abord un match donc impromptu déjà entre Gable et Rude, hein, les champions tag team d'Euro, et Razor et Scott Dawson. Donc c'était déjà assez étonnant comme match puisque c'est bien entendu une équipe qui n'existait pas à la base. Mais comme Ekam est blessé, Drake Maverick a dit que les deux avaient leur opportunité et que du coup, si Razor et Dawson s'imposaient, ils auraient Revival et AOP chacun une chance pour le titre par équipe. À ce moment-là, je me suis dit bon évidemment ils vont gagner parce que sinon s'ils n'ont pas leur chance, du coup Gable et Rude ils se retrouvent sans challenger, donc ça serait un peu compliqué. Et non, même pas, un petit match très court, sans intérêt. Et comme vous pouvez le voir sur l'illustration, victoire donc de Gable et Rude hein, sur cette combinaison neckbreaker moonsault. Conclu comme d'habitude par Chad Gable sur Dawson et ils se sont imposés tout simplement. Donc du coup je ne comprends pas l'intérêt puisque on les a même dans l'Euro qui est suivi, on n'a pas eu de développement par rapport à ça. Ça prouve l'intérêt que porte actuellement la WWE au tag team d'Euro, hein, c'est-à-dire zéro, hein, absolument zéro. Il n'y a plus rien. Plus de challenger, Gable et Rude sont sur une autoroute, sur une voie sans obstacle, rien du tout. Donc AOP complètement mis sur le bas-côté, Revival pareil. Voilà où on en est actuellement. J'attendais peut-être une nouvelle équipe ou quelque chose comme ça. Heavy Machinery ils sont plutôt partis visiblement du côté de SmackDown, donc il n'y a même pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien, donc c'est désolant. Allez, match suivant, match qui était quand même plus intéressant, un petit peu plus on va dire, entre Rusev et Nakamura pour le titre US. Ça méritait je pense de toute façon le kick-off, vu qu'il y avait zéro construction autour de ce match. On avait vu des petites interactions, des petits accidents entre Rusev et Lana, voilà, on n'a pas eu plus que ça. Même dans le SmackDown qui avait précédé, on les avait même pas vus. Le match en lui-même, hein, moyen, 10 minutes. 10 minutes, durée de kick-off classique. Le tournant du match est sur la fin lorsque Lana voit Nakamura qui retire la protection du coin. Lana le signale à l'arbitre, Nakamura vient voir Lana. Rusev arrive par derrière mais esquive de Nakamura et du coup c'est Lana qui prend tout à l'extérieur et qui se tient la cheville, hein, visiblement elle s'est tordue la cheville. Et Nakamura en profite derrière avec un Kinshasa porté derrière la nuque de Rusev. Et donc, grosse surprise, puisque c'est Nakamura qui reprend le titre des États-Unis, alors que Rusev venait de le gagner à Noël, on s'en souvient. Donc c'est absolument impensable et incompréhensible. Ce run court, très court, qui aura fait un petit mois de règne pour Rusev, et qu'en plus on n'aura pas très souvent vu à l'écran, donc je ne comprends pas l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on rend le titre à Nakamura? C'est un peu comme si Vince faisait un pied de nez à la AEW, hein, pour dire non, Nakamura, vous pensez peut-être l'avoir, on sait jamais, hein, vous pensez peut-être l'avoir, non, on lui redonne le titre comme ça. Il n'est pas prêt de quitter la WWE. Ça m'a fait penser un peu à ça. Bref, le match vraiment oubliable, 10 minutes. Changement de titre incompréhensible, et surtout quand on a vu ce qui s'est passé du côté de SmackDown avec R-Truth qui gagne, qui prend déjà le titre à Nakamura dans un gros botch, probablement un botch, puisque l'arbitre compte jusqu'à 3, alors que on a bien vu que Nakamura s'était dégagé juste à temps. Là-dessus, un petit imbroglio, mais l'arbitre valide, et R-Truth devient champion des États-Unis. Là-dessus, Rusev arrive. Il propose aussi un match dans la foulée pour le titre. R-Truth accepte et il le squash. R-Truth squash Rusev en quelques secondes. Et du coup, R-Truth conserve son titre. Nakamura, qui se décide enfin à intervenir, alors qu'il s'était quand même fait flouer juste avant. Il avait disparu, il revient enfin. Et du coup,
ils s'en prennent tous les deux à R-Truth. Donc c'est là qu'on découvre en plus que Rusev vient de nouveau tourner heel. Assez incompréhensible, pourquoi on tourne heel, du coup le Rusev Day est définitivement enterré, donc on arrête le Rusev Day et on fait tourner heel Rusev. Moi, ma petite idée, c'est que comme ils vont affronter The Club mardi prochain dans un match 2 contre 2, je pense, comme Rusev dit que ça sera pour un one shot, à mon avis, ça va être une équipe qui va véritablement fonctionner et qui va durer. Et je pense même, je vous l'annonce maintenant, que Rusev et Nakamura seront bientôt champions par équipe de SmackDown. Et peut-être que ce seront même eux qui seront les futurs champions, les prochains champions pour détrôner ceux dont on va parler tout à l'heure. Parce que c'est du classique, hein, c'est un peu façon The Bar, hein, deux hommes que tout oppose, qui ne s'aiment pas et puis qui finalement finissent par s'entendre et puis former une tag team solide. Et je pense que c'est vers ça qu'on se dirige, alors que voilà, on avait une feud entre les deux à la base. C'est très bizarre, très étonnant ce heel turn. Et voilà, bah, du coup, complètement changement de plan total. Et R-Truth qui est champion des États-Unis, en plus après un arbitrage botché, donc c'est très étonnant. La note 2 étoiles et demie pour ce match, vraiment dispensable. Match suivant, le Cruiserweight 4-way, Fatal 4-way Cruiserweight, hein, entre Buddy Murphy, Kalisto, Tozawa et Hideo Itami. 13 minutes, match donc d'une durée correcte pour un match Cruiserweight de kick-off. Un match spectaculaire, sans surprise, avec pas mal de spots très aériens, hein. On a vu cette petite chorégraphie, on va dire, avec ce topé suicida qui passe entre les jambes d'Itami, guillotine, véritablement guillotine de Kalisto là, qui part à la renverse contre les barricades. Voilà, c'était un bon moment du match. La rudesse toujours de Murphy, qui nous fait du Omega avec ses Omega par exemple, et pas mal de kicks. Ça kickait partout, ça claquait bien, et au final Murphy s'impose sur sa Murphy's Law, porté sur Hideo Itami, qui tentait alors son finisher juste avant, mais il avait été contré par Murphy. Match vraiment de bonne facture, 3 étoiles 75, peut-être un peu trop chorégraphié à mon goût, mais bon, je chipote, c'était quand même un bon petit match, et comme d'habitude, l'un des matchs de la soirée, hein, avec les Cruiserweight, hein, ça envoie du lourd, comme d'habitude, et Murphy, comme prévu, conserve son titre. Il est pour l'instant imprenable. On attend vraiment le prochain challenger. J'irais bien un petit Kushida là de la New Japan qu'on attend, hein, du côté de 205 Live probablement. Donc j'attends de voir. Mais en tout cas, un bon petit match. Allez, on passe directement à la carte principale. Et donc finalement, l'opener, ça a été Asuka face à Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. 17 minutes. Grosse confrontation, pas mal de soumissions, du suspense, 2 belles compétitrices, hein, sans problème, hein, 2 des meilleures lutteuses de la WWE avec Charlotte. Là, il n'y a pas de contestation possible. Asuka a quand même tenté le disarmer, hein, et Becky Lynch a tenté la Scalock dans la foulée, donc il y a un petit échange de prises. Chacun a pris la prise de l'autre, le finish. Et au final, Asuka réussit son Ascalock avec un ponté, donc ça ressemblait un peu à une Mutalock, hein, ou à un Last Chancery à l'époque d'Austin Harris, hein, lorsqu'il était à 205. Du coup, ça rendait la prise absolument impossible à contrer, et du coup, Lynch a préféré abandonner. Voilà, un choix un peu discutable, on va dire, cet abandon de Becky Lynch, hein, vu son run actuel de The Man, c'était très contestable. Voilà, moi je l'aurais pas fait. Moi personnellement, mon pronostic, alors bien entendu mon pronostic c'était que Asuka conserve son titre, mais je n'aurais pas donné de victoire clean à Asuka. J'aurais plutôt donné soit un double décompte à l'extérieur, soit une disqualification, mais pas de victoire clean d'Asuka. C'est un peu dommage, parce que si le but c'est d'avoir un Becky Lynch sur Ronda Rousey à l'avenir, bah, autant qu'elle abandonne pas, quoi. Surtout que Ronda, c'est quand même aussi une grosse spécialiste des prises de soumission. Donc si elle l'abandonne sur Asuka, qui certes, elle aussi, est une spécialiste des soumissions, mais disons que si elle l'abandonne sur une prise de soumission d'Asuka, qu'est-ce qui me fera croire qu'elle arrivera à résister à une prise de soumission de Ronda? C'est juste ça qui m'embête. Bref, un finish un peu contestable, on va le dire, mais je sais qu'il y en a qui sont pas gênés et d'autres qui sont plus gênés. Voilà, ça dépend, ça partager, je pense, cette fin. Mais le match est vraiment de bonne facture, donc 2 très bonnes lutteuses, il n'y a pas de problème. 3 étoiles 25 pour ma part.
Et 3, non, pardon, c'était 4 étoiles même. Je lui ai donné un 4 étoiles à ce match. Oui, 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 4 étoiles. Parce que c'était vraiment de très haut niveau. Et voilà, il y a pas grand chose à dire. Et c'était vraiment un très bon match. J'ai trouvé que ça avait quand même mis du temps à se mettre en route. C'est vrai que c'était un peu le petit bémol que j'aurais donné. C'est le début du match qui a été un peu long à se mettre en route. Mais la seconde partie fut vraiment de très très bonne qualité. Et je suis content aussi qu'on ait retrouvé au passage l'Asuka, vraiment l'Asuka de NXT. Vraiment combative, hargneuse. Celle qu'on aime et non pas celle qu'on a vue dernièrement dans les feuds contre Carmella. Ou alors dans les Mix Match Challenge, hein, ou à lui faire faire n'importe quoi. Là, on a retrouvé une vraie Asuka. Match de très haut niveau. Donc, 4 étoiles. Vraiment un bon match. Très bon match. Match suivant. Match par équipe pour les titres de SmackDown entre The Bar et Shane McMahon et le Miz. 13 minutes. Durée moyenne finalement. Un match correct, on va dire. Shane a quand même montré de beaux restes. Avec notamment bien sûr, ce joli Shooting Star Press final. Hein, c'est quand même pas trop mal hein, pour un gars de son âge. Feel good moment, le père de Miz, la célébration, l'histoire s'écrit toute seule, et on semble avoir quand même tous compris depuis le début où ils veulent en venir. Hein. On attend quand même le split, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'ils perdent leur titre rapidement, soit à l'Elimination Chamber face aux Usos, hein, puisqu'on a appris que ce serait les futurs adversaires, soit un peu plus tard, peut-être à Fastlane, ou alors en Weekly, face, ça c'est mon pronostic, à Rusev et à Nakamura. Et à un moment donné, il va falloir que le Miz screw Shane McMahon et qui une arnaque et que du coup on parte vers un 1v1 à WrestleMania. C'est ce que tout le monde attend et ça paraît logique et l'histoire s'écrit d'elle-même. Le match a été correct mais pas non plus exceptionnel, pas d'un niveau bien sûr des matchs lorsqu'il y a des Usos, New Day ou The Bar l'un contre l'autre. Voilà, évidemment, hein, avec Shane, on a un niveau, il a son niveau qui est pas extrêmement élevé, il a pas un arsenal de prise très développé, il a l'âge qu'il a aussi, forcément, ça fait baisser le niveau. Maintenant, l'équipe fonctionne pas trop mal, on peut avoir un run sympa pour le Shane et le Miz, mais évidemment, on sait que ce run ne va pas non plus durer très très longtemps. Voilà, le match a quand même pas mal tourné autour de Shane, du feel good moment, du hot tag de la part de Shane. Il a pas réussi à faire sa descente du coude sur la table des commentateurs parce que ça a été contré avant par The Bar. Il y a eu la tentative de coast to coast aussi, mais malheureusement contré par Cesaro, il me semble, ou Sheamus, je ne sais plus, Sheamus je crois. Du coup, il n'a pas pu porter vraiment ses spéciaux, enfin ses moves spéciaux. Donc du coup, il a eu quand même ses petits moves MMA de triangle, voilà. Mais bon, c'était quand même pas du grand niveau. C'était plus un match, on va dire, pour le feel good moment, un peu comme lorsqu'on a vu Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn à WrestleMania, c'était un peu dans le même esprit. Voilà. Match 3 étoiles quand même, j'ai donné. C'est une note, je pense, qui est justifiée. Match suivant, match de championnat féminin de Raw entre Ronda Rousey et Sasha Banks. 14 minutes environ. Pas mal de clés, pas mal de torsions du bras. Hein, c'était étonnant de la part de Sasha Banks. Qui prenait finalement Ronda à son propre jeu en quelque sorte. On sentait vraiment qu'elle voulait faire abandonner Ronda, hein, elle l'avait dit en interview, hein, qu'elle la ferait abandonner. Donc c'est pour ça qu'on a vu pas mal de prises, de torsions de bras, de prises de soumission de la part de Sasha Banks, même si c'était pas dans ses habitudes, en dehors de son bank statement habituel bien entendu. Ronda, alors il y a un moment bizarre où Ronda porte un armbar à Sasha mais à l'extérieur du ring, et puis Sasha qui tape. Mais quel est l'intérêt de ce moment-là, de ce spot? Ça n'a aucun intérêt, on est à l'extérieur. Donc bon, qu'elle fasse celle qui tape à l'extérieur, on n'en a rien à branler, ça n'a aucun intérêt. Pas mal de soumissions hein, de Sasha, comme je vous disais, avec cette Fujiwara Armbar, donc ce back statement habituel bien entendu. Et puis finalement Ronda s'en sort avec sa vrille, hein, qui s'appelle la Piper Spit, hein, bien entendu en hommage à Roddy Piper. Pour finalement le compte de 3. Banks n'aura pas démérité et aura opposé une belle résistance. 3 étoiles 25, ce sera la note du match pour moi. Une belle occasion ratée aussi d'ailleurs de la part de Banks de faire un heel turn à la fin du match. Elle reviendra finalement faire le signe de 4 à Ronda, hein, bien sûr, en
en référence aux Forest Women, avec Duke et Shafir, voilà, sont tellement green dans le ring que pour l'instant le 4 contre 4 qu'on attend tous, dont on parle beaucoup, va pas falloir s'y attendre avant 2020, enfin avant l'année prochaine. C'est beaucoup trop tôt, mais forcément le rendez-vous est pris et ça finira bien par arriver, je pense, un jour. Vraiment un match de bonne facture, un peu à l'image d'Asuka Lynch, mais Asuka Lynch je l'ai mis au-dessus. Mais Banks a montré qu'elle était là, elle était encore présente, elle a donné du fil à retordre à Ronda et ça a été une belle opposition, franchement un bon match. Banks aura tout tenté, mais c'est vrai que ce côté un peu heel qu'elle avait en interview et après match avec ce signe de 4, ce côté un petit peu je dirais un peu the boss, quoi, comme elle a pu l'être. Ça donne un peu de regret. Pourquoi est-ce qu'elle a pas fait ce heel turn bien avant, heel turn qu'elle n'a donc toujours pas fait, et c'est dommage parce que quand elle est un petit peu comme ça, un peu entre guillemets racaille, si je puis dire, ça lui va mieux. Ça lui va mieux, ce côté racaille, ce côté un peu banlieue, un peu banlieusarde. C'est un peu ça qui manquait, et c'est ça qui plaisait et qui allait très bien à Banks lorsqu'elle était à l'NXT. Malheureusement, ça n'a pas été exploité dans le main roster, et c'est là qu'on voit la différence. Et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir exploiter très rapidement, si ce n'est pas, c'est peut-être un peu trop tard malheureusement. Mais en tout cas, voilà, match de qualité, et on pourra dire que les deux matchs féminins auront rempli leur travail. On passe maintenant à un des gros morceaux de cette soirée, c'est le Royal Rumble féminin. Alors on va aller assez vite. Donc 1h11 déjà, un Rumble qui aura été très long, même trop long. Ça portera préjudice, ça aurait été même le tournant de cette soirée, je pense, puisque ça aura un petit peu fait baisser le niveau par la suite, et c'est bien dommage. 1h11, donc beaucoup plus long que le Rumble masculin, qui fera 57 minutes, donc il y a quand même pratiquement un quart d'heure de décalage, un quart d'heure de plus, c'est quand même énorme. Donc on a en numéro 1, on a Lacey Evans, qui aura fait quand même une petite promo au début, mais malheureusement, je ne sais pas, il y a eu un long silence, c'est comme si elle avait oublié une phrase dans son texte. Donc ça faisait un petit moment de silence un peu malaisant, en attendant que Natalia, donc la numéro 2, arrive. On a senti qu'elle était quand même très tendue, Lacey Evans. Malheureusement, elle a fait 2 ratés avec 2 réceptions coup sur coup, un salto arrière raté et un saut carpé où elle retombe, enfin elle le fait pas bien, voilà, elle retombe pratiquement sur le cul. Bref, c'était vraiment moche à regarder, donc voilà, ça commençait pas très bien pour la pauvre Lacey Evans pour ses débuts dans le main roster. Ensuite, on a Mandy Rose en numéro 3, Liv Morgan en numéro 4 qui est éliminé en 8 secondes par Natalia, qui est devenu du coup le nouveau record d'élimination dans l'histoire des Rumble féminins, hein, vu que bon, c'était que le deuxième de l'histoire, mais malgré tout ça reste le nouveau record, puisque le record il datait donc du premier Rumble de l'année dernière, 57 secondes pour Vicky Guerrero, donc le record de 57 secondes donc est archi battu, pulvérisé, donc 8 secondes donc pour Liv Morgan. Ensuite on a eu en 5 Mickie James, Ember Moon en numéro 6, hein, l'une des outsiders, en numéro 7 Billie Kay qui ne rentre pas tout de suite sur le ring et qui attend avant d'entrer sur le ring, donc qui fait tout le tour, en numéro 8 Nikki Cross qui bouscule Billie Kay sur la barricade et qui s'en prend ensuite à toutes les filles sur le ring. Peyton Royce, donc la copine de Billie Kay en numéro 9. Tamina en numéro 10, qui élimine Mickie James juste avant l'arrivée de la 11e, à savoir Shelly, que peut-être peu de monde connaissait, mais moi je la connaissais puisque j'avais suivi le Mae Young Classic, une fille chinoise donc, qui arbore toujours de très belles tenues, avec une entrée avec un éventail, bon là qu'on n'a pas vu là lors du Rumble, mais c'est ce qu'elle faisait au Mae Young Classic. Elle avait vraiment de très belles tenues, de très belles entrées, et sur le ring c'était vraiment plutôt pas mal, donc j'étais content de voir Shelly. En numéro 12, Sarah Logan. Ensuite, on a Nikki Cross qui est éliminée par The Iconics malheureusement. En 13, la grande favorite Charlotte Flair. On a ensuite Lacey Evans qui élimine les Iconics, les deux en même temps, hein, c'est quand même pas mal pour elle. Et Charlotte élimine Shelly malheureusement. On aura vu vite fait ensuite un petit duel entre Charlotte et Evans, un duel de regard, bon, peut-être un rendez-vous pour la suite, on verra bien. En numéro 14, le numéro 14 maudit, Kairi Sane. Mais heureusement, comme elle revenait de maladie, Kairi Sane, une maladie pied-bouche, hein, je crois que ça se dit comme ça, pied-point-bouche, elle revenait de cette maladie, donc heureusement elle a pris le 14 juste après, elle a peut-être bien fait. Tamina est éliminée par Charlotte, Sarah Logan est éliminée par Natalia.
Ensuite, en numéro 15, quelqu'un qui n'était pas très attendu, mais Maria Kanellis, donc qui fait son grand retour sur le ring. Malheureusement, j'ai envie de dire. Numéro 16, Naomi, qui va éliminer sans surprise Mandy Rose, hein, son némésis actuelle, et sort son sauvetage miracle habituel en se tenant sur les mains et en montant sur la barricade, puis en sautant jusque sur les escaliers. Le public applaudit. C'est un peu maintenant notre Kofi Kingston au féminin. Ça va devenir, malheureusement je pense, ça va devenir un élément, une tradition chaque année maintenant. Le sauvetage de Naomi comme le sauvetage de Kofi. C'est un peu dommage de faire du copier-coller des hommes, c'est ça que je reproche surtout. Mais donc après ce sauvetage, Mandy Rose élimine Naomi. Le public siffle. Mandy Rose exulte. Et du coup on a une petite bagarre qui explose entre les deux femmes. Et dans la foulée, Charlotte élimine Lacey Evans, donc justement, qui s'était un petit peu toisée juste avant. Voilà, le rendez-vous peut-être est pris pour dans quelques années. Ensuite, en numéro 17, Candice LeRae, qui était un peu surprise aussi. On ne s'y attendait pas. En numéro 18, Alicia Fox. Alors c'était le moment malaisant du Rumble avec un numéro entre Maria et Fox, hein, qui s'allient toutes les deux. Puis Maria qui... derrière le dos de Fox écrase son képi, Fox qui se remue par terre, qui est pas contente et qui attaque Maria. C'était absolument pathétique ce moment. Maria ensuite heureusement est éliminée par Alicia Fox. En numéro 19, petite surprise aussi avec Kacy Catanzaro, hein, l'ancienne grande gagnante de Ninja Warrior et accessoirement la petite amie de Ricochet, qui montre vite hein, ses belles qualités athlétiques. En numéro 20, Zelina Vega, avec une entrée, une tenue clin d'œil justement à Vega de Street Fighter, hein, ce cosplay qui était vraiment plutôt bien pensé, avec ses griffes. Ensuite, on a un brawl entre Candice LeRae et donc Zelina Vega, hein, qui était un petit rappel de la feud entre Gargano et Almas. Hein, alors, je pense pas que tout le public aura compris la petite référence. En numéro 21, Ruby Riott, qui est accompagné de Logan et Morgan, qui attaque directement Charlotte. Et là, sortent Charlotte du ring. Vega se cache alors sous le ring. Un grand classique, hein. En plus ça nous l'avait déjà fait à Evolution, donc pareil, hein, un peu à l'instar de Naomi et ses sauvetages miracles, on aura maintenant Zelina Vega qui va être la spécialiste on va dire des gestes de coward, de lâche, hein, en se cachant sous le ring ou en restant à l'extérieur en attendant que le combat évolue, quoi. Et pour arriver sur la fin, pour surprendre tout le monde, c'est un peu maintenant son grand classique. Ensuite on a Fox et LeRae qui sont éliminés par Riott. Candice LeRae avec l'aide de Morgan et Logan, hein, quand même, elles se sont fait éliminer donc finalement par toute la Riott Squad. Elle s'est fait éliminer par toute la Riott Squad. Dana Brooke arrive en numéro 22. Riott élimine Kairi Sane, hein, violemment. Logan et Morgan sont toujours là à l'extérieur. En numéro 23, évidemment, Yoshirai, hein, juste au moment où Kairi Sane était malmenée par la Riott Squad à l'extérieur du ring, hein, évidemment, hein, elle n'arrive pas par hasard. Puis Moonsault à l'extérieur, directement sur la Riott Squad. En numéro 24, la bonne surprise aussi avec Rhea Ripley. Hein, c'est un bon choix pour représenter NXT UK. Hein, bien sûr, il faut bien sûr faire la promotion des shows du network, notamment NXT UK, hein, qui est encore un show récent, donc il faut vraiment le mettre en avant. Kacy Catanzaro est éliminée par Brooke. Le croit-on? Car elle marche sur les mains et rejoint le poteau façon koala pour s'y agripper, mais malheureusement elle est éliminée par Rhea Ripley. Mais en tout cas une prestation intéressante de Kacy Catanzaro qui je pense aura fait son petit effet, et ce sera intéressant de la voir évoluer à NXT. Ça peut faire une très bonne babyface. En numéro 25, Sonya Deville. Ripley élimine ensuite Dana Brooke, hein, qui mine de rien, Dana Brooke aurait été auteur d'une belle performance. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, Dana Brooke, même si elle est pas restée très longtemps, 7-8 minutes à peu près, mais elle aura fait une belle performance. Et puis c'est là qu'on voit Hornswoggle qui sort la tête en même temps que Zelina Vega. Zelina Vega du coup sort de sous le ring, elle fuit, elle remonte sur le ring, et elle est sortie par Rhea Ripley. Hornswoggle poursuit ensuite Zelina Vega jusqu'en coulisses. Voilà, je vous avais dit, hein, dans ma vidéo d'avant, hein, comme je vous avais pas dit d'ailleurs, comme je vous disais, j'avais plus de voix, donc là je l'ai récupéré, j'avais plus de voix, hein, j'en suis désolé. J'avais écrit que Hornswoggle était présent, il serait présent. Alors je pensais plus qu'il serait présent pour le Rumble masculin, finalement. C'était pour faire une petite apparition pour le Rumble féminin.
Bon, qui n'a pas servi à grand chose si ce n'est à amuser la galerie. En numéro 26, Alexa Bliss pour son grand retour. Bien entendu, on ne lui a pas donné un numéro trop reculé, hein, parce qu'elle est quand même, elle revient d'une commotion. Elle élimine Sonya Deville, quand même, Alexa Bliss. En numéro 27, Bayley, qui élimine Ruby Riott et Rhea Ripley, excusez du peu. En numéro 28, Lana, donc à ce moment-là, qui boite, qui arrive en boitant à cause de sa chute durant le kick-off et de sa cheville qui s'était tordue. Elle avance vraiment tout doucement vers le ring, pas en scellant pas très bien d'ailleurs cette cheville blessée, entre parenthèses. Mais elle arrive plus à marcher, elle s'arrête. Les soigneurs viennent la voir. Le public alors évidemment réclame Becky, normal. En numéro 29, Nia Jax qui attaque alors la cheville de Lana, grande connasse. Elle appuie bien sur cette blessure. Shirai éliminée par Nia Jax. Natalya éliminée aussi par Nia Jax. 56 minutes 01 pour Natalya, donc qui bat le record donc de la marathonienne du Rumble historique, puisque le record datant de la première édition était détenu par Sasha Banks en 54 minutes 46, donc à une minute près. Natalya donc bat ce record, 56 minutes 01, c'est plutôt pas mal. Et moi je m'attendais pas forcément à voir Natalya avoir ce titre de marathonienne du Rumble. Je pensais que ce serait plutôt Ember Moon par exemple. En numéro 30, comme prévu, Carmella qui arrive. Becky arrive alors et demande à Finlay, qui était Fit Finlay, le compatriote de Becky, un Irlandais, qui est dans les officiels maintenant, qui était parti voir Lana toujours à l'entrée du ring. Elle demande de remplacer Lana, il accepte, et finalement Becky entre et s'attaque sans surprise bien sûr à Nia Jax, le gros duel, mais Charlotte revient sur Becky Lynch. Bliss élimine Ember Moon après une grosse passe d'armes sur le rebord du ring. Le public a sifflé puisqu'ils attendaient beaucoup d'Ember Moon comme outsider. Finalement, c'est la douche froide. Bayley et Carmella éliminent Alexa Bliss toutes les deux en même temps. Flair élimine Carmella d'un big boot et on se retrouve donc avec un Final Four entre Flair, Lynch, Jax et Bayley, à peu près sans surprise on va dire. Bayley est éliminée par un big boot de Charlotte alors qu'elle était sur les épaules de Nia Jax. Il reste plus que 3 filles. Duel Charlotte, Nia Jax pendant que Lynch gît au sol à l'extérieur. Mais Lynch se relève et sort Jax qui était sur le rebord du ring. C'est la finale tant attendue et sans surprise entre Becky Lynch et Charlotte. Mais Jax n'a pas dit son dernier mot et attaque Lynch qui était debout sur les escaliers. Charlotte sourit pendant que Lynch se tient le genou. Malheureusement il y a un petit botch, puisque Lynch se tient d'abord le genou droit et puis finalement elle change de côté, elle vend la blessure au genou gauche. Voilà, ça c'est un peu dommage. Bref, Jax ensuite quitte le ring sous les huées bien sûr. Les arbitres s'affairent autour de Becky Lynch pendant que Charlotte attend seule sur le ring. Lynch remonte quand même et dit I can go, fight me, this is my time. À Charlotte, donc elle lui dit ça. Charlotte ne se fait pas prier, mais sans pitié, elle attaque la jambe de Lynch sauvagement. Lynch n'est pas loin cependant d'éliminer Flair, mais Charlotte réplique avec un coup sur la jambe de Lynch, suivi d'un explodeur. Becky réussit quand même à mettre Charlotte sur le rebord du ring et lui porte un clothesline pour la victoire, un petit peu surprise, puisque finalement donc victoire de Becky Lynch. Charlotte était quand même la grandissime favorite, donc c'est pour ça que je dis que c'était un petit peu surprise, même si Charlotte ne gagnait pas ce Rumble, c'était forcément Becky Lynch qui allait l'emporter. Donc ils ont trouvé le moyen de faire participer Becky Lynch. Voilà, ce qui me gêne un peu, c'est qu'elle arrive, c'est The Man, donc c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, c'est un bonhomme, et qu'est-ce qu'elle nous fait? Premièrement, elle abandonne face à Asuka, et deuxièmement, elle arrive pour remplacer quelqu'un qui était arrivé en 29e position, donc quasiment à la fin. Donc elle arrive en plus pour prendre un spot à la dernière, on va dire dans les 10 dernières minutes du show. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Ça a été un peu volé, c'était pas vraiment une action de bonhomme, c'est ça qui me gêne. Certes c'est bien, c'est sympa pour Becky, elle profite de son merveilleux run qu'elle a depuis plusieurs mois. C'est mérité et tout, mais dans la manière, je suis un petit peu gêné. Voilà, je savais qu'elle allait participer de toute façon, d'une façon ou d'une autre, puisque je ne la voyais pas battre Asuka, donc forcément, elle allait participer au Rumble d'une façon ou d'une autre.
J'y ai pensé un peu plus tard, quand j'ai pensé à Lana qui était blessée, et puis quand j'ai vu qu'elle s'était pointée en boitillant, j'ai tout de suite pensé au remplacement par Becky. Voilà, mais je trouvais que c'était un petit peu facile de la part de celle qui se fait pourtant appeler The Man. Bref, un Rumble que j'ai trouvé inférieur à celui de l'an dernier. Il y avait l'avantage, on va dire, c'est que il y avait moins de vieilles, moins d'anciennes. Le premier Rumble de l'histoire, c'était normal de faire aussi un clin d'œil, un rendre hommage aux anciennes. Là, il y en avait beaucoup moins. On n'a même pas vu Trish Stratus, on n'a même pas vu Lita, on n'a pas vu Michelle McCool, on n'a pas vu Kelly. Voilà, dans les anciennes, on aura vu, allez, Maria, Alicia Fox qui est quand même de toute façon toujours dans le roster, comme Natalia, mais vraiment dans les anciennes, enfin celles qu'on voyait plus, il y a Maria quoi. Sinon le reste c'était que des lutteuses actuelles, pas mal de filles aussi venues de NXT, donc ça faisait plaisir aussi. NXT UK aussi avec une très belle performance de Rhea Ripley, hein, très forte, hein, très costaude aussi sur le ring. Ça elle va prendre date aussi, je pense que pour l'avenir, ça sera une fille à suivre, Rhea Ripley, qui est encore très jeune en plus. Donc encore une grosse marge de progression. Mais voilà, un Rumble assez plat au final. Ce passage entre Fox et Maria qui était quand même malaisant. Et puis une fin qui était relativement prévisible. De toute façon, on savait que ça serait soit Charlotte, soit Lynch, soit les deux en même temps, qu'ils allaient nous faire une Luger Hart d'une certaine façon. Mais voilà. Donc Becky Lynch, on le sait, on a appris qu'elle allait choisir Ronda Rousey pour WrestleMania. Ça promet, ça sera peut-être le main event de WrestleMania. Maintenant, attention à Charlotte, elle n'a pas dit son dernier mot et un triple threat va peut-être avoir lieu. On en parle toujours, c'est peut-être encore dans les tuyaux, donc on va voir comment ça va être booké. Mais attention, le triple threat n'est peut-être pas encore impossible. J'ai noté ce Rumble 2,75. C'était un peu en dessous pour moi de celui de l'an dernier. C'était un peu brouillon. Il y a eu beaucoup de passages finalement un peu aux F quoi, qui rendait ce Rumble assez plat, un peu assez plat pardon au final. On va passer maintenant au match suivant. C'était là que c'était difficile après cette heure écart, pratiquement cette heure écart de une heure écart de Rumble. C'est ce moment plat entre Styles et Bryan. Styles Bryan malheureusement, puisque quand même le titre WWE qui était en jeu, donc un match quand même très important, avec un build-up plutôt sympa. Un Daniel Bryan très convaincant depuis son heel turn, le vegan ultime, qui s'en prend à tout le monde, à tous ceux qui bouffent des burgers et des hot dogs, qui bouffent comme de la merde, et c'est ça qui m'a malheureusement ce Rumble féminin aura tué ce match. Ambiance morbide, ambiance de mort, personne ne réagit. Le match en est rendu complètement fade, absolument inintéressant possible. 24 minutes en plus, très long, 24 minutes de combat. Et c'est très bizarre. Enfin, c'était une espèce de match. C'était un peu, ça m'a fait penser un peu à un match à huis clos, hein, un peu comme un match à huis clos. C'est comme si on avait je sais pas, un PGOM à huis clos quoi. C'était très bizarre, ou un Barça Real à huis clos. Donc on entendait que les mouches volaient et chacun portait ses prises. Voilà, c'était évidemment deux très bons lutteurs, mais on avait l'impression que tout ce qui se passait durant ce match, ça n'avait absolument aucun intérêt, et ça n'intéressait plus personne. Et voilà, on n'attendait plus que la fin, quoi. C'était triste. Et puis cette fin, finalement, cette fin from out of nowhere avec Rowan, Eric Rowan qui se pointe avec cette chemise à carreaux, un peu dans le style un peu Bryan finalement. Il attend à l'extérieur. On attend forcément qu'il fasse quelque chose. Et puis jusqu'au moment où Itsugiri de la part de Bryan sur l'arbitre, donc bump d'arbitre, Styles qui en profite avec un Styles Clash, qui tente le pin, mais à ce moment-là, Rowan monte sur le ring, intervient et porte un choc slam à Styles. L'arbitre, bien entendu, se réveille au bon moment et Bryan fait le pin sur Styles avec l'aide donc de Rowan. Victoire de Bryan. Match qui était vraiment trop long, chiant comme la pluie. C'était difficile, vraiment difficile de s'investir dans ce match. Et donc on voit Rowan qui célèbre avec Bryan. Et finalement Bryan achève AJ Styles avec un running knee. Ce qui prouve aussi, qui confirme que cette arrivée, ce grand retour de Rowan, hein, qu'on pouvait aussi attendre éventuellement dans le Rumble, puisqu'on savait qu'il était de retour. Mais bon, je l'attendais plutôt dans le Rumble, mais pas évidemment en tant que
enforcer en quelque sorte de Bryan. D'ailleurs on a appris une news qui disait que finalement le premier choix c'était Lars Sullivan et que finalement vu les problèmes que connaît Lars Sullivan, finalement ça s'est transformé et c'était Eric Rowan qui a pris la place. Ça aussi c'est une info intéressante. La fin officielle des Bludgeon Brothers, il faut le souligner aussi, hein. Je pensais qu'ils allaient revenir quand même, mais finalement non. Mais apparemment Harper serait blessé à son tour, donc c'est peut-être aussi pour ça. Donc on a complètement abandonné cette gimmick. Moi je la trouvais sympa, mais c'est vrai que le public n'a pas vraiment marché, accroché aux Bludgeon Brothers, donc finalement c'est peut-être pas plus mal comme ça. Le match donc sans âme, triste à mourir. Donc je retiens pas grand chose, hein, c'est quand même... C'était bizarre, c'est comme si je regardais un bon match, mais sans avoir la tête à ça, quoi. J'avais pas la tête à ça. C'était très bizarre, et ce Rumble féminin a tué le match. Je pense que s'il avait eu lieu avant ce Rumble féminin, ça n'aurait pas été la même histoire. Donc la note 2,5 finalement, un petit 2 étoiles et demi, c'est très, ça aurait dû aller au-delà des 3 au minimum. La feud est probablement terminée maintenant. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est à quoi a servi le fameux segment de fin d'année entre Vince McMahon et Jay Styles, hein, Styles qui était poussé dans ses retranchements par Vince, qui prend une droite de la part de Styles, et c'est à quoi ça a servi au final, quoi. Styles n'est pas plus sauvage que ça. Il se fait avoir à la fin encore dans ce match. Bref, à quoi a servi ce segment avec Vince? Je me pose encore la question. Autant ça a un petit peu plus de continuité, hein, entre Rollins et Triple H, on en parlera après. Autant entre Vince et Jay, bah, rien du tout, il n'y a pas du tout de suite à cela, quoi. On passe au match suivant, match pour le championnat universel entre Finn Balor et Brock Lesnar. Évidemment, il y a beaucoup de gens pour qui c'était la douche froide parce que le démon n'est pas venu. Honnêtement, moi je le savais, je ne pensais pas du tout au démon, tout simplement parce que Balor était programmé pour perdre ce match, hein, il fallait pas non plus fallait pas se faire y croire, quoi, c'est sûr. Absolument impossible que Balor gagne le match et gagne le titre. Donc à partir du moment où Balor est programmé pour perdre, bah, mieux vaut éviter de lui coller le démon, hein, tant qu'à faire, parce que s'il perd avec le démon, là ça aurait fait mal. Donc normal, Balor est arrivé en homme, il l'avait dit en interview d'ailleurs, il avait dit je viendrai en homme, tout simplement. Il nous a pas menti. Match qui était court, hein, 9 minutes à peine, donc une durée un peu à la Lesnar. Pourtant Balor avait commencé tambour battant, hein, s'était projeté, il s'était jeté sur Lesnar comme un mort de faim. Balor a même repoussé Lesnar sur le coin de la table des commentateurs au niveau du bide à 2 reprises. Du coup Lesnar vendra cette blessure au bide pendant une bonne partie du match, hein. On aura ensuite une tentative de F5 contrée par un DDT de Balor, mais un dégagement de Lesnar. 3 topés con hilo enchaînés par Balor, hein, qui est en feu. Un coup de grâce même porté par Balor, mais kick out de Lesnar, suivi aussitôt d'une Kimura. Là, il nous fait les gros yeux, Lesnar, il fait très peur, et là-dessus Balor ne peut pas continuer et abandonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Kimura, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on n'était plus habitué à ça, et c'est bien de la revoir, cette Kimura. Et donc Lesnar qui conserve logiquement son titre sans surprise. Mais Lesnar ne s'arrêtera pas là et enchaînera Balor avec 3 German suplex et un F5 malgré la douleur au bide, hein. Le match, je l'ai noté 2 étoiles 75, match court, intense, mais qui se laissait regarder, agréable à regarder, avec une construction typique façon David et Goliath, hein, comme ça avait été vendu de toute façon, avec Balor en underdog ultime, qui n'aura pas démérité, qui aura même blessé la bête, hein, quand même. Ça n'aura pas suffi au final. Peut-être une prise de rendez-vous, hein, avant le retour de Balor en démon pour affronter Lesnar un jour, hein, qui sait. Alors WrestleMania, j'y crois pas trop maintenant, hein, vu ce qui se trame, hein, on en reparlera après. Mais un démon Balor qui reviendrait pour prendre sa revanche face à Lesnar, ça peut être intéressant à l'avenir. Au moins le démon est protégé. Mais voilà, match court, intense, pas inintéressant. On avait appris en coulisses que Lesnar voulait travailler avec Balor. Ça explique aussi ce changement de plan, hein, et pourquoi on n'a pas eu finalement Braun Strowman comme prévu et qu'on a eu Balor à la place. Donc ils ont vite changé les plans, ils ont buildé très rapidement et poussé un Balor pour qu'il soit le plus crédible possible, donc adoubé par John Cena,
qui conserve sa place bien sûr à Raw face à Jinder Mahal. Cette qualification obtenue dans un Fatal 4-Way en pinant John Cena himself. Et donc cet adoubement de la part de John Cena. Ce segment avec Vince McMahon qui dit qu'il croit pas en lui. Enfin voilà, bref, il y a eu comme une grosse construction autour de Balor. Un peu à la Bryan 2014 en quelque sorte, donc un underdog qui finit par s'imposer, sauf que là il n'y a pas eu de fin heureuse et de happy ending. Balor c'est logiquement incliné, mais sans démériter. Voilà, match correct quand même. Voilà, c'est du Lesnar tout craché, mais c'était quand même agréable à suivre parce que c'était pas non plus très long. Et ça, c'était ce qui aurait peut-être dû être fait pour Styles Bryan. S'ils avaient retiré un petit peu de temps, ça aurait été pas plus mal aussi. Match suivant, c'est carrément le Rumble masculin. C'est le main event, le gros main event. Alors, on va aller vite. On commence tout de suite avec Elias, qui est donc logiquement le numéro 1. On pouvait s'y attendre. On pouvait s'attendre à un petit concert de sa part ou un petit discours. Donc, c'est plus facile de le faire en tant que numéro 1. Et là, sur ce, Double J Jeff Jarrett, pour la grosse surprise. Alors là, personne ne l'avait vu venir. Bien entendu, les deux guitaristes, un peu Elias l'héritier de Double J, donc forcément c'était un petit clin d'œil du passé. Après pas mal de parlotte, c'était un peu long. Le Elias finalement attaque Double J, il le frappe avec sa guitare et il élimine directement. C'est là qu'on voit quand même qu'Elias paraissait assez heal dans ce passage. Ça pouvait donner un petit indice sur l'avenir d'Elias. Et effectivement, on peut le dire maintenant, Elias aura véritablement fait son heel turn dans le Raw du lendemain, puisque il aura encore fait face à Double J et même à Roddy, à Road Dogg, vraiment old school, et il aura donné un coup de guitare aux deux hommes. Donc Elias est véritablement redevenu heel, donc c'est un peu comme Rusev, c'est assez bizarre. On part sur de l'overness, sur un gros face turn organique. Et finalement, on n'en profite pas derrière, et du coup, Elias et Rusev, tous les deux repartent sur du run de heal. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage de ne pas avoir profité de ça. Elias n'aura pas duré très longtemps en tant que face. Du coup, il s'est retourné un peu comme contre le public. Il a dit qu'il arrêterait les chansons. Enfin voilà, c'était ça qu'il avait dit à Raw. Et donc, on avait compris que ce heel turn était vraiment effectif. Et donc, du coup, cette élimination de Double J au Rumble aura signé l'amorce de ce heel turn. En numéro 3, Nakamura, donc qui était pas trop attendu, qui avait donc perdu en kick-off sa ceinture, qui avait gagné, excusez-moi, qui avait repris donc la ceinture à Rusev, le tenant du titre, cela dit, donc c'est bien qu'il puisse défendre son titre. Kurt Angle, qui était un nom potentiel, arrive en numéro 4. C'était une décision de dernière minute, a-t-on appris, puisque finalement ça devait être Zack Ryder, mais Vince McMahon a pensé que Kurt Angle aurait eu une plus grosse pop que Zack Ryder. Voici pourquoi Angle l'a remplacé. Et effectivement, il a eu ses chants You Suck habituels, donc c'était plutôt une bonne idée. Biggie en numéro 5, Angle qui est déjà éliminé au passage par Nakamura, qui aura porté un Angle Slam quand même à Biggie. Voilà ce qu'il aura pu faire quand même Angle avant d'être éliminé, et donc on peut se dire que Zack Ryder aurait dû être éliminé par Nakamura à la base, si la logique est respectée. En numéro 6, une belle surprise avec Johnny Gargano, donc la NXT est bien représentée, donc on aura eu Gargano et Candice LeRae, le couple, tous les deux donc au Rumble. En numéro 7, Jinder Mahal, vite éliminé d'ailleurs par Johnny Gargano. En numéro 8, Samoa Joe qui élimine Biggie. En numéro 9, Kurt Hawkins qui se fait endormir par Samoa Joe, mais qui est quand même sauvé par Elias. Du coup, il roule à l'extérieur, puis sous le ring, Kurt Hawkins, donc il nous fait une Zelina Vega. En numéro 10, on a Seth Rollins, donc le gros favori, qui vole, entre parenthèses, le spot de Ty Dillinger. Ça m'a pas fait plaisir, forcément. Et il élimine Elias en claquant sur ses deux mains qui étaient grippées au poteau. En numéro 11, Titus O'Neil, qui fait bien attention cette fois-ci en allant sur le ring. En plus, il y a un virage, dans cette entrée très particulière. Il y a un virage, donc il fait bien attention en allant sur le ring. Il s'arrête juste à temps. Il voit à ce moment-là Kurt Hawkins sur le ring. Titus décide de le rejoindre en dessous. Titus remonte pour poursuivre Kurt Hawkins et se fait éliminer par Hawkins lui-même. Et oui, et derrière, Samoa Joe élimine Kurt Hawkins. Donc il y a cette petite passe d'armes entre Titus et Hawkins qui aura donc duré l'espace d'une minute, quoi. En numéro 12, Kofi Kingston. En numéro 13, Mustafa Ali, qui s'attaque bien sûr directement à Samoa Joe, son rival actuel. Ali arrive même à éliminer Nakamura d'un dropkick.
Donc le tenant du titre qui se fait éliminer par Mustafa Ali, c'est quand même pas rien. Et ça prouve hein, la confiance qu'on met, qu'on donne en Ali actuellement. En numéro 14, on a Dean Ambrose ensuite qui s'attaque logiquement à Seth Rollins. Ambrose élimine presque Kofi Kingston, mais finalement il s'en sort, donc son fameux sauvetage annuel, hein, en faisant des roulés-boulés avec les jambes le long du coin. Hein, c'est donc le nouveau sauvetage miracle de Kofi qui, on va dire, ce sera pas non plus cassé des masses cette année. Kofi peut alors remonter dans le ring grâce aux escaliers. Ambrose élimine malheureusement Johnny Gargano après lui avoir porté un Dirty Deeds, ça c'est bien dommage. En numéro 15, la petite gaudriole à nouveau avec No Way Rosé qui arrive avec toute sa clique. Hein. Éliminé par Samoa Joe immédiatement en 2 secondes. Donc j'ai vérifié, ce n'est pas le record de Santino Marella, parce que c'est quand même très difficile de le battre de toute façon, mais 2 secondes. Donc voilà, évidemment ce sera le record de la soirée. Mais Noé Rosé on n'a rien à branler de cette élimination, et il repart avec sa clique comme il était venu. Voilà, pour la petite musique et pour faire un peu danser la foule. En numéro 16, Drew McIntyre qui attaque à ce moment-là Noé Rosé, hein, qui était en train de revenir du coup, mais avec une entrée un peu badass. Voilà, j'attaque Noé Rosé, il attaque 2-3 de ses potes en mode bas les couilles, ça m'a bien fait rire. Il arrive et porte 3 Claymore Kicks respectivement sur Seth Rollins, Dean Ambrose et Samoa Joe, hein, excusez du peu. En numéro 17, Xavier Woods. À ce moment-là, il y a Kofi qui se fait expulser du ring, mais bien sûr, il se fait sauver. Il est sauvé par Xavier Woods, qui ne touche pas Kofi, pardon, ne touche pas le sol. Et du coup, il y a une espèce de combinaison donc entre les deux hommes, entre Woods et Kofi, pour que Kofi puisse remonter sur le ring. Il remonte donc sur les escaliers, mais Drew McIntyre, lui, il ne rigole pas et élimine Kofi et Xavier Woods en même temps. Donc Xavier Woods n'aura pas duré très longtemps non plus sur le ring. En numéro 18, Pete Dunne, donc pour la promotion toujours de NXT UK, hein, il fallait forcément un pendant chez les hommes. Un pendant à Rhea Ripley. En numéro 19, Andrade. En numéro 20, Apollo Crews. En numéro 21, celui que je voulais voir, Aleister Black. Black Mass directement sur Dean Ambrose qui l'élimine, même si il ne le touche pas. Hein, malheureusement, on le revoit au ralenti. Hein, il n'aura pas touché, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, très content de voir Aleister Black. En numéro 22, Shelton Benjamin. Ali arrive à éliminer Samoa Joe dans la continuité de leur rivalité, donc. Donc c'est quand même pas mal pour Ali qui aura éliminé Nakamura et Joe, hein, 2 anciens champions NXT. Comme je vous disais, hein, on lui fait une très très grande confiance à Mustafa Ali. Ça c'est plutôt sympa. Numéro 23, Baron Corbin qui élimine Apollo Crews. En numéro 24, Jeff Hardy. À ce moment-là, Aleister Black qui s'était fait tordre les doigts par Pete Dunne se remet carrément le doigt, hein, façon badass. Mais malheureusement il est éliminé par Baron Corbin, et oui, what the fuck, Corbin qui élimine Aleister Black, ça c'est bien dommage. Et pendant ce temps-là, Drew McIntyre élimine Pete Dunne, là aussi on est un peu déçu. En numéro 25, Rey Mysterio. En numéro 26, Bobby Lashley, qui est éliminé en seulement quelques secondes par son rival actuel, Seth Rollins, qui se fait ensuite, Seth Rollins, exploser par Lashley à l'extérieur, explosé ensuite sur la table des commentateurs. Donc Rollins à ce moment-là, il est complètement out du match, pas éliminé mais hors du match. En numéro 27, Braun Strowman, dont on aura appris en kick-off hein, qu'il remplacerait John Cena, qui était donc donné blessé officiellement lors du kick-off. Donc on a appris que Braun Strowman le remplaçait. Et du coup, Braun Strowman élimine Corbin très rapidement, puis Shelton Benjamin, et Hardy est éliminé aussi par Strowman. En numéro 28, Dolph Ziggler arrive dans la foulée, absolument inattendu, hein, puisque il avait dit qu'il serait même pas au Rumble hein, en interview, et à cause de ses stand-ups, hein, de tous ses projets à côté, qui s'éloignait même un peu de la WWE, donc il nous a quand même bien trollé, hein, le bâtard. Il arrive en 28, hein, il était arrivé en 30 l'année dernière, donc d'un point de vue, j'en branle pas une, hein, on se place là, hein, du côté de Ziggler, et en plus il élimine directement Drew McIntyre, donc son rival, hein. Donc ça a du sens, même si c'est dommage que Drew McIntyre se fasse éliminer par quelqu'un qui de toute façon n'a plus d'avenir. En numéro 29, Randy Orton, aussi, hein, toujours Orton en mode tranquillou, hein, comme d'habitude. J'arrive en 29, au calme. En numéro 30, on l'attendait tous, R-Truth, finalement il est bien arrivé, mais qu'est-ce qui arrive? Qui arrive par derrière? Nia Jax.
Nia Jax. Oui, Nia Jax arrive par derrière et pour s'attaquer à R-Truth et prendre sa place. C'est absolument dingue. Quelle ironie, puisque je faisais partie de ceux qui pensaient que R-Truth pourrait se pointer par erreur au Rumble féminin, et puis finalement, non seulement il se pointe bien au Rumble masculin, mais finalement il se fait éliminer par une femme. Quelle ironie du sort. Je me demande si c'est pas un coup de Vince, un petit coup de troll de la part de Vince, tellement ça a été fait, c'était tellement bien fait qu'on aurait cru que c'était un coup de Vince. Nia Jax, quoi, c'est vraiment n'importe quoi, et en plus elle élimine Mustafa Ali, l'un des meilleurs performeurs de ce Rumble. Elle élimine Mustafa Ali. Heureusement, elle se prend derrière un 619 puis un RKO, et derrière Rey Mysterio élimine Nia Jax avec un petit tacle, et Orton porte, et du coup oui pardon, voilà, donc j'étais très content, j'avoue, que Nia Jax se fasse éliminer, parce que elle m'a gavé, elle avait rien à faire là. Ok, c'est bien sympa de vouloir montrer que on peut faire des matchs intergender de plus en plus. Le Mixer Challenge, effectivement, on se frappait pas, c'était homme contre homme, femme contre femme, et donc du coup on montre, voilà, à travers non plus, on se souvient le match Ronda intergender de WrestleMania. Ronda s'en est pris à Triple H, donc on montre de plus en plus que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes. Mais Nia Jax dans un Rumble masculin, Rumble féminin pas de souci bien sûr, mais un Rumble masculin, non, j'ai pas envie de voir ça. Enfin, en plus elle l'a déjà fait, c'est ça le pire, elle l'a déjà fait, et puis là elle prend la place de quelqu'un, le pauvre R-Truth. Malheureusement il aurait été récompensé avec ce titre US derrière, c'était peut-être ça la contrepartie d'ailleurs, mais ça m'a gavé, elle a servi à que dalle. Ensuite, donc on a Orton qui porte un RKO à Rey Mysterio et qui élimine Rey Mysterio malheureusement. Andrade élimine Orton dans la foulée, quand même. Ziggler et Andrade sont seuls sur le ring, mais Braun et Rollins hors du ring ne sont pas encore éliminés. On a Braun qui rejoint les deux autres et qui fonce sur chacun des deux. Braun voit alors Rollins et lui porte un coup de belly à l'extérieur. Il le remet dans le ring. Braun prend un super kick de Ziggler. Double coup de genou d'Andrade, zigzag de Ziggler, frog splash de Rollins, donc Braun prend cher, mais Braun avec force élimine Andrade quand même. Braun attaqué par Ziggler et Rollins, mais il s'accroche et soulève Ziggler et Rollins. Ziggler est éliminé par Braun Strowman et Braun presque éliminé par Rollins, mais il s'accroche aux cordes. Donc on est toujours sur, une finale entre Braun et Rollins. Braun porte un choc slam à Rollins et revient dans le ring. Rollins porte un curb stomp à Braun qui tombe. Et donc finalement Rollins s'impose absolument sans surprise dans ce Rumble. Voilà, c'était l'immense favori, un peu à l'instar de Charlotte. Et donc on leur a appris le lendemain, il va bien défendre. En tout cas, il va bien défier Braun Strowman à WrestleMania 35 pour le titre universel. Il n'aura donc pas choisi Daniel Bryan, on s'en doutait. C'est le match qui était attendu. Voilà, et sauf changement, a priori ça ne bougera plus. En plus, il s'est fait démolir. Il s'est pris, je crois, 6 F5 lors du dernier Raw, Rollins. Donc il va forcément y avoir encore de la tension qui va monter entre les deux hommes. Ça va être buildé aux petits oignons. Il y a largement le temps pour le faire en plus. Bref, voilà. En ce qui concerne le match, comme les femmes, je l'ai trouvé en dessous de celui de l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même une très très belle cuvée, un très très bon Rumble, qui était l'un des meilleurs de ces dernières années. Celui-là, je l'ai trouvé en dessous, puis ce début poussif entre Double J et Elias. Encore des passages Osef. Le passage de Noé Rosé, Titus et Kurt Hawkins, voilà quoi. Alors heureusement il y avait des présences de NXT qui nous ont fait du bien, voilà, avec Pete Dunne, pour NXT UK, et puis il y avait Gargano, Aleister Black. Ça c'était plutôt sympa. Pour l'instant il n'y a pas de main roster annoncé entre ces deux hommes, entre Black et Gargano, ou même voilà. Mais ce sera, j'espère que ça va arriver bientôt. Moi je pensais qu'Aleister Black viendrait dans le main roster, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Alors peut-être pour l'après-mania, à voir. Voilà, le sauvetage de Kofi, mais c'est devenu un peu pathétique, voilà, pas très original.
Maintenant, c'est difficile d'innover maintenant avec les sauvetages de Kofi qui sont devenus une tradition. Naomi va faire pareil chaque année maintenant. Kurt Hawkins qui se planque sur le ring, Vega fait pareil. Il faudrait éviter maintenant de se copier l'un et l'autre. Que chacun trouve son originalité, mais on retrouve pas toujours les mêmes spots entre le Rumble masculin et féminin. Ça va 5 minutes quoi. Le match, voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire, j'ai trouvé en dessous. Un petit 3 étoiles, mais on a vu des Rumble bien meilleurs que ça. Au bilan, donc le bilan de ce Rumble, de ce Royal Rumble, donc ce pay-per-view, la déception. C'est ce que j'ai titré sur ma vignette, c'est la déception. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais l'an dernier, les deux piliers du Rumble, ce sont les Rumble masculins et féminins. Et à partir du moment où les deux Rumble ne sont pas vraiment réussis, je ne peux pas dire que le Rumble, que le pay-per-view en lui-même sera réussi. Et c'est le cas avec ces deux Rumble qui n'ont pas été exceptionnels, en dessous de l'an dernier. Et donc, et en plus assez sans surprise, hein, comme je vous le disais, hein, depuis quelques temps, ceux qui sont annoncés grands favoris s'imposent. Donc il n'y a même plus de surprise, malheureusement dans ces Rumble, les vainqueurs sont ceux annoncés quoi. J'ai pas beaucoup marqué, pas beaucoup de star power finalement aussi, beaucoup de nouveaux noms. Il y en a beaucoup qui ont dû être un peu décontenancés parce qu'ils les connaissaient pas, notamment les filles, hein, du côté des filles. Moi je les connaissais parce que je suis un peu tout, j'ai suivi le Mae Young Classic, je suis bien sûr la NXT, donc je connais un peu toutes ces filles. Mais c'est vrai que globalement, il n'y en a pas beaucoup qui étaient très très connues, on va dire. Donc les petites références, il faut les connaître. Hein, les petites références par exemple à Gargano Almas, entre Candice LeRae et Elina Vega, voilà, bon, il faut avoir suivi tout ça. Mais voilà, bon bref, c'était pas une très très bonne cuvée. Ce trop long match féminin, ce Rumble féminin beaucoup trop long qui a tué véritablement le Styles Bryan. Il l'a tué. C'était très bien parti avec deux bons matchs féminins, vraiment rien à dire. Match correct entre Bar, Shane et Miz, mais plus pour le feel good moment, mais pas un match de très très grande qualité, on va dire. Alors Lesnar court, intense, mais voilà, court mais intense, qui aura fait son boulot. Voilà, un pay-per-view mitigé, mais je pense d'ores et déjà que ce ne sera pas l'un de mes pay-per-view de l'année, hein, lorsqu'on fera le bilan à la fin de l'année, ça sera sûrement pas l'un de mes pay-per-view préférés, parce que y avait trop de fausses notes. Qui ont fait que ce pay-per-view, je termine ce pay-per-view en me disant c'était pas top quoi. Voilà, j'ai pas été très très enthousiasmé par ces Rumble quoi. J'avais beaucoup de hype, il y avait beaucoup d'absents aussi qu'on n'aura pas vu. Lars Sullivan qui se fait toujours oublier, EC3, Matt Hardy, Bray Wyatt, on attend toujours ce qu'il va nous faire. Bref, il y a quand même encore beaucoup d'absence. Heureusement, on n'a pas eu les Hogan, les Rock, les CM Punk, les Kenny Omega qui était aussi teasé de ouf, hein, on l'attendait. C'est vrai qu'il n'était pas encore en fin de contrat, donc là il est en fin de contrat depuis le 31 janvier, on va le savoir cette semaine probablement ce qu'il va faire. Les EW et ça rapproche, la All Elite Wrestling, on attend de voir ce que ça va donner. Peut-être que par miracle, on aura une signature à la WWE et peut-être un Brian Omega ou un Omega Styles à WrestleMania. Sait-on jamais. Voilà. 1 heure de vidéo, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous serez nombreux à la regarder malgré le retard. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important. Il faut continuer à faire progresser cette chaîne et que je me fasse ma place parmi tous ces youtubeurs. Plus ou moins de bonne qualité, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font de bonnes vidéos, mais qui n'ont pas forcément une grosse culture catch et qui commentent les matchs sans vraiment connaître les backgrounds, sans vraiment connaître les storylines, sans vraiment savoir, sans lire les news et sans vraiment savoir pourquoi telle ou telle chose s'est passée. Moi, j'essaie d'aller plus loin que ça et de vous donner des commentaires et des explications et de vous expliquer pourquoi telle ou telle chose s'est passée et pourquoi telle ou telle chose pourrait se passer. Je parle notamment, par exemple, de Rusev et de Nakamura en tag team et peut-être futur champion tag team. On en reparlera dans quelques temps. Allez, passez tous un bon dimanche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement sur l'Elimination Chamber. On se retrouve donc très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.